Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP et du concours d'entrée en classe de 6e ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 348 000 candidats cherchent à être titulaires du tout premier diplôme du système éducatif à Burkinabé. La cité des forces vives de Kaya, la grosse inquiétude des préparatifs de la fête nationale. À quelques mois de l'événement, certaines villas sont loin d'être terminées. Le ministre d'État Simon Compaoré était sur le chantier ce matin. Il a appelé au strict respect des cahiers de charge. La police municipale de Ouagadougou est passée à la vitesse supérieure dans la lutte contre l'incivisme dans la circulation. Plus de 550 engins, toutes catégories confondues, ont été saisis en une semaine. Les propriétaires se sont rendus coupables de plusieurs infractions. Et puis la Turquie a été frappée par un attentat ce matin. 7 policiers et 4 civils ont été tués dans l'attaque. La bombe placée dans une voiture piégée a explosé au passage d'un bus de la police dans le quartier touristique d'Istanbul. Ankara pointe du doigt les rebelles kurdes. Bienvenue à ce journal. Plus de 348 000 candidats se sont lancés aujourd'hui à l'assaut du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en classe de 6e. L'épreuve de la rédaction est le premier exercice auquel les candidats ont été soumis. Le lancement officiel des épreuves au plan national a eu lieu à Imasco, dans le centre-ouest. Des précisions avec Gérard Sommet et Nathalie Kaoré. Centre d'examen Imasco 2. Nous sommes dans une des salles de composition et à quelques minutes du début des épreuves, le stress se lit sur les visages de ces élèves soumis à leur premier examen scolaire. Puis, à l'heure indiquée, les autorités procèdent au lancement du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e session 2016. Nous sommes venus lancer les épreuves, souhaiter vraiment bonne chance aux candidats et leur prodiguer tous les conseils nécessaires, surtout nos encouragements. Dans les localités où l'année scolaire a été secouée par des crises, des dispositions ont été prises pour que tout se passe bien. On a dû parfois délocaliser, proposer de nouveaux centres qui ont permis donc d'abriter les examens dans de bonnes conditions. Les échos qui nous parviennent sont satisfaisants dans la mesure où jusqu'ici, en tout cas, tout se passe bien. Un tour dans un autre centre d'examen à Koudougou, Djamila Touedrago vient de finir la première épreuve, à savoir la rédaction. On nous a demandé que tu as déjà lu ou entendu un conte. Raconte-le. Le sujet était intéressant et ça a été facile. Pour la présente session, 348 613 candidats sont à la conquête du CEP. L'organisation de cet examen a coûté au budget de l'État plus de 3 122 millions de francs CFA. Quant aux résultats, ils sont attendus entre le 17 et le 18 juin prochain. Dans la région du centre, c'est à Saba que les épreuves ont été lancées. Pas de problème majeur pour ce premier jour de composition du CEP et du concours d'entrée en 6e. Plus de 53 600 candidats prennent part au CEP dans la région. Konsoun Koulibaly, Oumoussissé. Tu as déjà lu ou entendu un conte qui t'a plu? Raconte-le. Ce sujet de rédaction marque le top de départ du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en classe de 6e de la session de 2016. Pour le compte de la région du centre, c'est à l'école Saba B que le gouverneur a donné le coup d'envoi du premier diplôme scolaire. Au-delà du fait que j'ai procédé à l'ouverture officielle du pli de la première enveloppe des sujets du CEP qui démarre ce matin, et la matière qui fait objet de composition, c'est la rédaction. Au-delà de ce geste rituel officiel, j'ai tenu à encourager les enfants et à leur souhaiter une très bonne chance. En dépit du stress, les candidats se disent confiants. Non, je n'ai pas peur, j'ai confiance. J'ai appris mes leçons. J'ai préparé toutes mes affaires. Je me sens très bien.
Ma mère a acheté tous mes affaires et elle m'a souhaité bonne chance. Oui, je suis prête, je n'ai pas peur. Pour cette session, la région du centre présente 53 664 candidats, dont 28 793 filles et 24 871 garçons. 75 candidats composent en langue morée et 133 en arabe. Prennent part également à cet examen les enfants en situation de handicap. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche section des Cascades est en grève depuis le 4 juin. Le boycott de la correction des épreuves du BEPC est envisagé. La pomme de discorde, la suspension des salaires de certains enseignants affectés du MENA au MES. Des précisions avec Idrissa Warga et Kadouro Menki. Ces enseignants correcteurs dans les jurys répondent oui à l'appel au boycott des épreuves du BEPC par la FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. La raison essentielle, c'est la suspension du salaire de 2 de nos camarades. Et en rappel, il s'agit de 2 camarades qui ont postulé pour le concours au compte du MES, Ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Et c'est le DPNA du ministère de l'Éducation nationale, le MENA, qui prend une note portant affectation, nomination en ce qui concerne ses agents. Pourtant, ils ont postulé pour le MES et non pour le MENA. Les responsables de l'éducation secondaire et supérieure imprégnés du problème ont joué la carte du dialogue qui, apparemment, n'a pas produit l'effet escompté. Les agents concernés devraient produire des lettres d'explication pour montrer qu'ils n'étaient pas en abandon de poste, mais qu'ils étaient bien et bel dans certains établissements du ministère des enseignements secondaires en son temps, dans les lycées. Et c'est là la pierre d'achoppement de la discussion. Dans un premier temps, accepter de fournir les lettres d'explication, c'est se rendre coupable. Deuxième aspect, la lettre d'explication sera adressée au DPNA, qui n'est pas le ministère pour lequel ils ont fait le concours. Face à cette situation, les responsables de l'enseignement secondaire et supérieur des Cascades ont procédé à des recrutements spontanés de correcteurs pour sauver et mener à bien le déroulement des épreuves du BEPC. La présidente du Conseil national de la République de la Namibie poursuit sa visite de travail et d'amitié au Burkina. Elle a été reçue ce matin par le chef du gouvernement. Margaret Mensa Williams et Paul Kabatieba ont discuté de la coopération bilatérale. La présidente de la Haute Chambre namibienne a aussi visité les ruines de l'ancienne Assemblée nationale et la radio du Parlement. Le point avec Roger Kam et Estelle Judith Assokpa. La présidente du Conseil national de la République de la Namibie, Margaret Mensa Williams, et le président du Parlement burkinabé, Salifou Diallo, chez le chef du gouvernement, Paul Kabatieba. Au menu des échanges entre ces personnalités, la question du raffermissement des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons parlé de la coopération, comment renforcer la coopération entre nos deux gouvernements, entre nos deux parlements. Mais au-delà de cela, nous avons essayé de voir comment nous pouvons renforcer la coopération entre nos hommes d'affaires. Également, en plus de toutes ces questions, nous avons essayé de voir comment nous pouvons développer et renforcer les infrastructures qui existent entre nos deux pays. En plus de toutes ces questions, nous avons naturellement essayé de voir comment nous pouvons ajouter de la valeur à notre produit de l'élevage, de l'agriculture et voir comment nous pouvons également renforcer la coopération à ce niveau. Ces personnalités se sont également apaisanties sur comment fructifier les échanges commerciaux entre la Namibie et le Burkina Faso. J'ai indiqué également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous produisons beaucoup de poissons en conserve. Et ce serait peut-être une occasion pour nos deux gouvernements de voir comment nous pouvons exporter
ce poisson en conserve donc au niveau du Burkina Faso et voir comment nous pouvons également promouvoir la faune sauvage entre nos deux pays. Nous avons eu l'occasion de visiter hier une unité donc de fabrique de coton, de transformation de coton, et ça c'est un aspect qui nous intéresse énormément et nous sommes disposés donc à voir quelles sont les possibilités qui peuvent s'offrir à nous pour que nous puissions donc importer ce coton du Burkina Faso. L'hôte namibienne en a profité pour transmettre une invitation au Premier ministre à se rendre dans son pays, question de raffermir davantage la coopération qui existe entre les deux États. Après la primature, Margaret Mensah Williams est allée visiter les ruines de l'Assemblée nationale. Salifou Diallo lui a expliqué le fil de l'événement qui a prévalu sa destruction. La délégation a ensuite mis le cap sur la radiodiffusion du Parlement et séance tenante, un plateau spécial a été accordé aux invités du jour. Le président du Faso, lors de sa rencontre avec la diaspora burkinabé du Sénégal, a promis le vote des Burkinabés de l'étranger pour 2020. L'une des préoccupations de cette communauté reste maintenant l'accès aux documents administratifs, car certains de ses compatriotes sont des binationaux. Salif Belem, Dramandadian. Le président du Faso à Dakar, avant de rejoindre ses pairs pour les sommets de la CEDEAO et de l'UEMOA, Roch Marc Christian Kaboré est allé vendredi dernier à la rencontre de la diaspora burkinabé vivant au Sénégal pour des échanges directs. Intervenant dans plusieurs secteurs d'activité, ils sont plus de 8000 officiellement enregistrés, mais 4 voire 5 fois plus, à en croire leurs responsables, car difficile d'avoir accès aux documents administratifs. Excellence, un grand nombre de frères et sœurs, nés de parents et de grands-parents, venus du Burkina et installés au Sénégal depuis des décennies. Beaucoup de ces enfants, qui demeurent attachés à leur patrie, se heurtent à des difficultés dans le cadre des démarches qu'ils sont amenés à effectuer pour se procurer des pièces administratives. Ces documents, certains d'entre eux veulent s'en procurer pour enfin pouvoir exprimer en 2020 leur devoir civique, même étant à l'extérieur du Burkina. La situation est embarrassante, nous explique la diplomate Aline Kouala, surtout dans la zone de Kaolack, au sud-est de Dakar, où certains ont déjà la nationalité sénégalaise. Beaucoup ont pris des patronymes Diop, Ndao, Diouf, Dieng. Ils se sont un peu intégrés sur le plan social de cette manière. Aujourd'hui, ils aimeraient reconquérir d'une certaine manière leur identité burkinabé. Ils veulent des cartes d'identité burkinabé, ils veulent voter. Et ça, c'est une grosse difficulté qui a toujours existé. À savoir qu'on ne peut pas avoir une double nationalité et voter doublement, ça cause des problèmes. Mais ils y tiennent. Et leur souhait, adapter les textes à leur situation. La ville de Kaya sera-t-elle prête pour accueillir les festivités de la fête nationale le 11 décembre prochain? Le ministre d'État Simon Compaoré a visité ce matin les différents chantiers. Certaines infrastructures comme la salle polyvalente sont quasiment achevées, mais la situation est moins rassurante à la Cité des Forces Vives où plusieurs villas sont au stade de fondation. Simon Compaoré a durci le ton avant d'appeler à un sursaut collectif pour la réussite de l'événement. Le point avec Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. À moins de 7 mois de la célébration du 11 décembre 2016 à Kaya, il n'y a plus de temps à perdre. Ici à la salle polyvalente, les nouvelles sont bonnes. L'entreprise s'attelle aux travaux de finition et en principe, tout devrait être prêt dans les semaines à venir. Là par contre, sur le site de la Cité des Forces Vives, les chantiers encore au stade des fondations ou carrément à l'abandon sont encore légion. Le ministre ne peut cacher sa colère. La quasi-totalité des chantiers abandonnés. C'est pas normal. Nous sommes venus avec le Premier ministre il y a 1 mois et je constate que rien n'a bougé. C'est pas normal. Quand on prend des engagements, il faut les tenir. Où les gens ne veulent pas et on nous fixe et on dit on ne veut plus, ou on ne peut plus. Il ne faut pas qu'on s'attende à quelque chose qui est vraiment hypothétique. Voilà. Donc, en tout cas, on a instruit le gouverneur
et le secrétaire permanent 11 décembre, tous ceux qui ont des villas ici, on puisse les convoquer. Demain, après-demain, c'est eux qui verront. En tout cas, dans la semaine là, avant vendredi, nous voulons les engagements que chacun a pris. Le timing. Voilà, un chronogramme clair, net. Des parcelles ont déjà été retirées et réattribuées. Pour le ministre, rien ne peut justifier ces retards, surtout après un report d'une année. Des problèmes, il y en a ici aussi. Les premières pluies ont déjà emporté une partie de cette route. Là, ce sont les canalisations qui risquent de provoquer des inondations. Les entreprises concernées sont invitées à prendre les mesures nécessaires avant la réception. Après le terrain, place aux échanges avec les acteurs locaux de l'organisation du 11 décembre. Simon Compaoré invite toutes les commissions à se mettre à la tâche sans tarder, car il y a péril en la demeure. Chacun est face désormais à ses responsabilités et le ministre appelle à un sursaut collectif. Les travaux d'aménagement du centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou ont débuté depuis le 4 avril 2016. 21 nouvelles cellules d'enfouissement sont en construction sur le site. Elles permettront de stocker plus de 9 millions de tonnes de déchets. Le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation était sur le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Le centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou augmente sa capacité d'accueil. Avec ces travaux débutés en avril dernier, 9 millions de tonnes de déchets pourront désormais reposer aux côtés des 4 millions déjà collectés. C'est un centre qui a été initié il y a de cela 11 ans maintenant et qui a été financé en grande partie par la Banque mondiale, aidé des techniciens canadiens, et c'est la toute première expérience dans notre pays en matière de traitement des ordures ménagères. Ces travaux d'agrandissement, financés en partie par la Banque africaine de développement, vont durer 12 mois. La visite a également permis de constater l'avancement des travaux qui visent à clôturer entièrement ce centre. Et sur les 70 hectares, on avait pu clôturer une partie. Il restait 640 mètres. Et là, il y a une entreprise qui a eu ce marché, qui est en train de terminer cette clôture-là pour permettre de sécuriser les installations de ce centre de valorisation et de traitement des déchets. Une invite a ainsi été lancée aux populations de Ouagadougou à faire collecter leurs déchets afin qu'ils soient acheminés vers ces lieux. Le combat contre l'incivisme dans la circulation routière dans la ville de Ouagadougou est engagé et les résultats ne se sont pas fait attendre. Plus de 550 engins, toutes catégories confondues, ont été saisis. Une manière d'amener la population au strict respect des règles du code de la circulation. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. Cette opération d'interpellation des contrevenants au code de la route vise à lutter contre l'incivisme dans la circulation routière. 4 jours de contrôle intense ont permis de saisir plus de 500 engins à 2 roues, 19 tricycles et 37 engins à 4 roues. Les infractions sont diversement constatées aux différents carrefours. Il y a le non-respect du feu tricolore, il y a l'usage manuel du téléphone au volant, il y a le non-respect de la piste cyclable pour les engins dont le cylindrée est inférieur à 125 cm3. Ici, l'on assiste à des entrées et à des sorties d'engins. Issa Sawadogo vient de s'acquitter de son amende de 6 000 francs pour le non-respect du feu tricolore. J'étais pressé ce matin-là. Arrivé au feu là, je n'ai même pas contrôlé le feu. Comme je voulais tourner seulement, je tourne seulement. Et puis on m'a pris. Pour entrer en possession même de son engin, il faut se rendre au fichier de la gendarmerie ou de la police nationale qui vont attester que l'engin n'est pas déclaré volé. Et à l'issue de ça,
fait, vous présentez le reçu d'achat ou la carte grise en bonne et due forme. Et après tout cela, il faut procéder au paiement de la contravention qui varie de 6 000 à 25 000. Le mot d'ordre de ce contrôle intense qui va durer au moins 3 mois est le respect strict du code de la route. Le projet de fonds de garantie sociale du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, a été positivement apprécié lors d'une rencontre sur l'entrepreneuriat qui s'est tenue aux États-Unis. Grâce à ce projet, le Sinakombe a reçu le premier prix de l'entrepreneuriat africain et le premier prix de l'entrepreneuriat social. Les deux trophées ont été présentés à la presse ce 4 juin. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, fait à ses membres et sympathisants le bilan de sa participation aux États-Unis à une rencontre internationale sur l'entrepreneuriat. La moisson a été bonne et le Sinakombe revient avec 2 trophées et des promesses. Nous avons remporté le premier prix de l'entrepreneur africain au sein de ce forum, mais aussi nous avons eu un deuxième prix qui est le prix de l'entrepreneuriat social. Et nous avons eu vraiment des avantages de signer des accords de partenariat avec des opérateurs économiques américains, des investisseurs qui sont prêts à venir nous accompagner. Cette rencontre a aussi servi de cadre au syndicat de présenter sa plateforme pour le fonds de garantie commerciale. N'importe qui a un compte de Soxocom peut rentrer dans son mail avec son identifiant et regarder ce qui se passe sur la coopérative. La gestion de la coopérative, il le saura. Qu'est-ce que la coopérative fait? Il le saura. Qui a eu crédit? Il le saura. Quel type d'activité nous menons à l'échelle nationale et internationale? Il le saura. C'est le projet de fonds de garantie commerciale qui a valu ces 2 trophées au Sinakombe. Et selon le premier responsable du syndicat, c'est la preuve que le projet est une initiative fiable qui va révolutionner le monde du commerce. Le 22 juin prochain, il donne rendez-vous à tous ses membres et sympathisants pour le lancement des activités du fonds de garantie commerciale. C'est une initiative qui vise à montrer l'importance et le rôle du bendré, instrument de musique traditionnel utilisé par les initiés lors d'événements heureux ou malheureux dans la société Mouaga. La première édition de la journée du bendré s'est tenue ce week-end à Ouagadougou avec pour cadre le palais du Mogonaba et l'atelier théâtre burkinabé. Konsoum Koulibaly, Abdul Rasmane Zongo. La tradition, en partie mise en exergue ici au palais du Moronaba Bango, premier acte de la journée du bendré, du nom de cet instrument aux origines séculaires. L'hôte du jour a pu admirer les talents de divers groupes et de tous âges, entre danse, chant et maniement des instruments. C'est un instrument sacré, des coutumes traditionnelles. C'est un instrument qui évoque les mânes dans tous les sens, que ce soit en temps de tristesse ou en temps de joie. Il nous faut cet instrument pour évoquer les mânes. Donc sans ça, on n'a plus de coutume. Voilà pourquoi, comme ça se perd, nous avons initié cette journée pour que les jeunes, les faire savoir que l'instrument a une valeur, faire connaître l'instrument d'abord, le rôle et la place de l'instrument dans notre société. Puis, autre décor, la nuit survient, acte 2, avec un grand public à l'ATB, la démonstration et la joie toujours au rendez-vous. Le public n'en attendait pas mieux. Nous pensons que leur activité participe au renforcement de la promotion de la culture burkinabé et au rayonnement tout court du Burkina Faso. L'édition 1 de la journée du bendré a aussi permis, à travers une caravane, de sillonner quelques endroits de Ouagadougou, mais également de rencontrer d'autres dignitaires coutumiers, d'autres gardiens de la tradition, à l'image du Lalé Naba, du Widi Naba et du Kamsong Naba.
La piscine municipale de Bobo-Dioulasso a fait les beaux jours de l'époque coloniale. Le lieu qui servait de point de rencontre des populations étrangères pour des moments de divertissement est à l'abandon depuis le début des années 60. Mais de plus en plus, la question de la réhabilitation de cette piscine est au devant de la scène. Le reportage est de Roger Cam et Marguerite Douaniou. Dans le lit du Marigot Oué, dans le quartier Bolomakoté à Bobo-Dioulasso, se trouve un vestige historique de l'époque coloniale, la piscine municipale de la ville de Sia. C'était jadis le lieu de prédilection des populations expatriées, surtout pour des moments de détente et de confort. Ceux qui ont fréquenté l'endroit se souviennent encore comme si c'était hier. Et c'était, on va dire, pas la seule piscine de Bobo-Dioulasso, c'était ou le Royan ou ici. Et comme ici c'était plutôt éloigné de la ville. À l'époque, c'était un quartier de la ville, mais c'était pas, les maisons n'étaient pas encore arrivées jusqu'à là-haut. Et le coin n'était pas tout à fait encerclé, c'était un petit coin de recul, un peu comme Nassau. Mais c'était beaucoup plus proche que Nassau, donc on venait ici avec les parents se baigner. Les gens mettaient leurs serviettes là, et puis, bon, on ne peut pas partir avec la caméra dans tous les coins, mais il y a des coins qui sont vraiment situés à l'ombre, là où on avait nos petites tables de camping. C'est-à-dire on venait avec nos tables et puis de quoi manger. Et on s'installait sur le dessus, là, en hauteur là-bas, et puis on mangeait en famille là-bas, on passait les week-ends ici. Il y avait du monde qui se baignait, il y avait beaucoup d'autochtones aussi qui venaient se baigner, bon, pour ceux qui savaient nager. Ce lieu qui faisait le bonheur des jeunes et des moins jeunes dans la capitale de l'Afrique occidentale française est à l'abandon il y a de cela près d'une quarantaine d'années. Je pense entre 70 et 73. Ça a été fermé pour rénovation parce que le fond du bassin était légèrement fendu. Mais l'eau ne partait pas puisque la piscine était ravitaillée naturellement à l'époque par une déviation d'eau qui venait du Marigot. Le débat sur la réhabilitation de ce patrimoine municipal est d'actualité depuis quelque temps au sein des autorités régionales. Actuellement, il y a seulement deux mois, le conseil régional a soumis un projet pour la réhabilitation de cette piscine avec l'appui de son partenaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, nous attendons de voir. Et il s'agit de stabiliser les berges de ce marigot jusqu'au niveau du musée et faire des parcours le long de ces berges-là et puis planter beaucoup d'espèces d'arbres et puis avec des aires de repos. La piscine située au milieu de la ville est devenue aujourd'hui lieu de passage d'un quartier à l'autre. La principale source qui l'alimentait a été bouchée par du béton que l'on a coulé dessus exprès. L'endroit ainsi asséché est devenu moins dangereux pour les riverains. La réhabilitation de ce lieu de divertissement va devoir poser du même coup une question sécuritaire qui n'est pas des moindres car devant tenir compte de la mobilité des populations dans ce quartier populaire. Istanbul, la deuxième ville turque, a été endeuillée ce matin par une attaque terroriste qui a fait 11 morts et 36 blessés. Ce sont les forces de police qui ont été visées par cet attentat. Ce sont les restes calcinés des 2 bus de la police visés ce matin par un attentat à Istanbul. Il n'était pas encore 6 heures quand une voiture piégée a explosé au passage des véhicules. 12 personnes ont été tuées et 42 autres blessées. 2 sont dans un état grave. L'attaque, la 4e du genre commise cette année à Istanbul, s'est produite dans le quartier de Vejneciler, près du cœur historique de la ville. 4 suspects ont été interpellés par la police. Signe de la puissance de la déflagration, le premier bus sévèrement touché a été retourné et gisait sur le toit. Pour l'heure, pas de revendication, mais le président turc Recep Tayyip Erdogan désigne les séparatistes kurdes du PKK. Au chevet des blessés, il qualifie cette attaque d'impardonnable et promet de lutter jusqu'au bout contre le terrorisme. L'explosion a été entendue à des kilomètres à la ronde. Elle a soufflé les devantures des magasins avoisinants et plusieurs voitures ont été endommagées. Je suis inquiet parce qu'il y a des gens qui travaillent ici tous les jours. Des civils ont été tués, nos policiers sont tués. Je ne sais pas comment ils vont en finir avec le terrorisme, mais ils doivent le faire. On s'est tout de suite dit que ce devait être un attentat à la bombe, ça ne pouvait pas être le tonnerre ou un avion.
On a ensuite appris ce qui s'était passé aux infos. Compte tenu de la situation actuelle ici, nous savions qu'il était possible que quelque chose arrive. Ce genre de choses peut se produire à tout moment ici à Istanbul. La Turquie vit depuis plusieurs mois en état d'alerte maximale en raison d'une série d'attaques attribuées à l'organisation État islamique ou liées à la reprise du conflit kurde. L'abandon des poursuites de Guillaume Soro dans le cadre de l'affaire du putsch manqué de septembre 2015, c'est le principal sujet abordé par les parutions du jour. La revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. De relance du mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, il n'y en aura pas. La sortie du nouveau commissaire du gouvernement sur le dossier du putsch manqué de septembre 2015 par la une des quotidiens. Il n'y aura pas de mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, affiche Le Soir, qui rappelle qu'au dire d'Alion Zare, commissaire du gouvernement, les 9 mandats annulés par la Cour de cassation ont été vidés de leur vice, sauf celui contre Soro au motif que des obstacles bloquent son avancée. Si fait que pour aujourd'hui au Faso, le parquet opte pour la dénonciation. Désormais, ce sont les autorités ivoiriennes qui devraient prendre les dispositions pour le traitement juridique de cette affaire. Aucun État n'extradition nationale. Pour l'observateur Palga, le Burkina vient là d'enterrer officiellement et définitivement ce mandat d'arrêt. Avec cet ultime rebondissement, l'Obs se convainc que c'est la victoire de Créon sur Antigone, la raison d'État sur l'idéal moral, autrement dit le triomphe de la manœuvre diplomatique. Cette rénonciation a beau avoir été prise par le tribunal militaire, l'on ne peut s'empêcher d'y voir la main de l'exécutif, poursuit l'Obs. Le président Roch n'ayant jamais caché son intention de recourir à la potion diplomatique pour résoudre la crise des interdépendants Burkina-Côte d'Ivoire. Ce n'est là ni plus ni moins qu'un non-lieu qui ne dit pas son nom, affiche aujourd'hui au Faso, pour qui les chassés-croisés diplomatiques entamés depuis et les multiples missiles dominici burkinabés envoyés au bord de la lagune ébriée ne visaient au finish que cela. Un enterrement de première classe qui n'aura réussi qu'une chose, sacrifier la justice sur l'autel de la réelle politique. Reste maintenant à savoir ce qu'adviendra du cas d'Ibril Bassolé, incarcéré à la Maca au titre de la même affaire. Peut-être, conclu aujourd'hui au Faso, bénéficiera-t-il pour commencer d'une liberté provisoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la RTB.